L'échiquier international, soyez les bienvenus. À l'aune des années 1960, la jeunesse sahraoui formée à Alger, Tripoli ou Damas observe la domination occidentale coloniale se fissurer et enfin tomber. L'Algérie se débarrasse de la France occupante en 1962. L'Angola et le Mozambique vainquent le Portugal en 1975. Ailleurs, la Palestine, le Vietnam continuent d'inscrire le mot liberté en lettres de sang. Un temps révolu, excepté pour la jeunesse sahraoui, témoin oculaire des terres pillées et occupées, la proclamation d'un référendum gelé dans le marbre terne onusien, le monde détourne les yeux et Washington tente d'imposer aujourd'hui une feuille de route où l'exploitation injuste est credo. Pourtant, l'idée du combat de la jeunesse sahraoui se conjugue, se perpétue, se renouvelle, se porte. C'est vrai à Dakhla, Laayoune, Samara comme à Madrid ou bien Amsterdam. La jeunesse ne cohabite pas avec le mot patience et c'est elle qui sait mieux que quiconque que la dignité ne se négocie pas mais plutôt s'impose. Jeunesse et la résistance sahraoui, on en parle et c'est tout de suite. Le Sahara occidental sera libre, proclame la jeunesse sahraoui, discours articulé sous tous ses angles, toutes ses formes. L'énergie est là, quel meilleur capital pour faire changer la donne politique. Soyez jeunes et demandez l'impossible, dit l'adage. Et bien pour en parler justement de cette jeunesse sahraoui et le combat qui lui sied, nous recevons Ahmedna Abdimbark. Bonsoir. Bonsoir, merci pour votre invitation. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, vous êtes le porte-parole et chargé des affaires étrangères de la jeunesse sahraoui active. Bienvenue. Merci. Alors, comment se porte aujourd'hui, première question, comment se porte aujourd'hui la jeunesse sahraoui selon vous? La jeunesse sahraoui, pour tous, est un symbole de, comme vous l'avez cité, de dignité. Mais surtout aussi, c'est le symbole de l'espoir. À ce jour, la jeunesse sahraoui n'est plus spectatrice de ce qu'est la réalité de terrain. À ce jour, la jeunesse sahraoui est un acteur principal. Et c'est vrai qu'en 2025, on a vu des puissances qui parlent de pragmatisme. Mais le pragmatisme n'existe pas sans justice. Parce que sans justice, il fabrique de l'instabilité. Alors nous, en tant que jeunesse sahraoui, nous ne sommes pas spectateurs de ce qui se passe. Nous sommes acteurs prêts à défendre ce qui nous appartient, ce qui nous revient de droit, qui est un Sahara occidental et libre. À ce jour, nous ne sommes pas opposés à la diplomatie, ou bien au contraire. Cependant, nos principes ne changent pas. À ce jour, ce qu'on réclame, comme depuis 50 ans, c'est une solution juste, durable, pour un peuple digne qui a une cause juste, qui est le peuple sahraoui. Ahmedna, alors le Sahara occidental, c'est une lutte qui s'éternise au détriment d'une population vivant dans la précarité, notamment dans les territoires occupés où le nombre de jeunes est important, il faut le dire. Tout d'abord, comment vous définiriez cette jeunesse en cette fin 2025? On va dire que cette jeunesse, c'est vraiment la flamme ardente qui porte cette cause. Parce que c'est vrai que l'ennemi, la puissance occupante, a joué avec le temps. Et il pensait que 50 ans allaient faire oublier cette jeunesse, le conflit de Sahara occidental ou le droit du peuple sahraoui à disposer de son droit légitime. C'est bien au contraire. À ce jour, cette même jeunesse, née soit dans l'exil ou sous l'occupation ou même dans la diaspora, réclame la même chose. C'est une jeunesse unie qui cherche à défendre son peuple, un peuple réfugié, un peuple sous occupation, mais qui ne se divise pas. À ce jour, cette jeunesse a des capacités, des grandes capacités, on va dire linguistiques, diplomatiques même, pour défendre sa cause, des connaissances historiques, pas seulement sur sa cause, mais sur tous les aspects internationaux. Et comme vous l'avez cité, le Sahara occidental n'est pas un sujet anodin. Le Sahara occidental est le sujet central de la décolonisation au sein du continent africain. À ce jour, la jeunesse sahraoui, un peu partout, réclame ce droit, mais aussi le défend de diverses manières, que ce soit dans la scène internationale, que ce soit dans les études, au sein des universités, mais la voix du peuple sahraoui est menée également par sa jeunesse.
C'est ça la réalité aujourd'hui. On l'a dit au début, en termes de jeunesse, la jeunesse n'aime pas trop le mot patience, surtout quand il s'agit de combat et surtout quand il s'agit de dénoncer les injustices. Comment vous canalisez-vous entre guillemets, votre impatience? Je crois que vous êtes étudiant à l'université de Nancy, c'est ça? Exactement. Comment vous faites alors pour faire parler de votre combat, de votre thématique qui est le combat sahraoui? À vrai dire, c'est tout à fait exact. La patience ne nous définit pas. Et c'est pas quelque chose qu'on aime. Mais si on parle de patience au peuple sahraoui, c'est l'exemple parfait. Le peuple sahraoui a toujours choisi la voie pacifique, la voie justement du droit international. Mais cependant, une jeunesse bien consciente que la jeunesse sahraoui n'est plus d'accord, n'est plus là pour attendre. Elle a ses armes, elle a ses capacités pour défendre cette cause, mais surtout qu'elle ne connaît pas de frontières. Cette jeunesse, elle construit un chemin. Nous connaissons bien la jeunesse sahraoui des années 60, qui a bâti justement en 73 le Front Polisario et qu'aujourd'hui c'est une cause juste et même que le Front Polisario est reconnu comme un unique et seul représentant du peuple sahraoui, à ce jour, cette jeunesse ne fait pas l'exception. Ce sont des jeunes qui envahissent d'autres espaces pour réclamer leurs droits, pour réclamer cette voie de liberté et indépendance du peuple sahraoui. C'était pas seulement dans les universités, mais aussi au sein de la scène internationale, dans les COP, mais aussi dans le Conseil des droits de l'homme de Genève. Partout où il y a un espace, ces échanges climatiques, ces échanges de jeunesse dans le monde, la jeunesse sahraoui est présente et très très présente. Alors, d'après le plus récent recensement de l'ONU, il y aurait 173 000 réfugiés sahraouis dans les 5 ans installés dans la région de Tindouf, qui jouxte la frontière du Maroc et du Sahara occidental. Beaucoup d'entre eux nous le disent, ce qui inquiète au-delà de tout, c'est le silence international, le silence médiatique concernant notre statut, notre combat, notre posture pour dénoncer l'injustice. Alors, si je parlais tout à l'heure de cette passion, c'est 50 ans qu'attend le peuple sahraoui à une solution juste et durable. C'est vrai que si on parle de cet aspect on va dire de la cause ou internaliser la cause, cette présence de réfugiés à Tindouf, ces campements de dignité, définissent un autre angle de vue. Pourquoi? Parce que la pire phrase que nous pouvons entendre, nous en tant que jeunes, c'est que le conflit du Sahara occidental est un conflit à basse intensité. Mais c'est 50 ans. Cette présence de réfugiés dans des campements de réfugiés depuis 50 ans qui vivent de l'aide humanitaire n'est pas on va dire une image directe de l'injustice qui vit le peuple sahraoui. Je pense que cette représentation, que ce symbole fort de patience qu'a donné le peuple sahraoui, mais aussi chercher une solution pacifique, n'ont pas de leçons à recevoir en tout cas. Mais c'est vrai que cette présence de réfugiés est notable. Mais aussi, ce qui est notable, c'est l'ignorance totale de la communauté internationale. Si on parle d'une action politique, on peut parler d'une action politique, mais surtout de volonté politique pour arriver à sa fin, pour arriver à une solution juste et durable. Parce que je parlais au début d'un pragmatisme un peu généralisé dans le monde, mais c'est une réalité. Ce qui crée aujourd'hui ces puissances, comme ce discours de Donald Trump pour favoriser une politique coloniale au Sahara occidental, ne fait pas partie de la solution. C'est tout à fait de l'injustice et de l'instabilité régionale qui crée. Mais ma question, justement, se reportait sur peut-être le recul ou la distanciation des grands médias à l'endroit du combat sahraoui. Est-ce que ça vous inquiète? Ça m'inquiète beaucoup qu'une chose qu'on répète souvent, oui, c'est un conflit qui dure depuis longtemps. Mais c'est vrai que sont très peu les médias qui prennent la conscience, et c'est pour ça que je remercie chaleureusement Al24 News qui fait tout le nécessaire dans toutes les langues pour mener ce combat, et c'est vraiment une fierté, même si on parle de manière générale, l'Algérie politiquement et solidairement a toujours été là pour le peuple sahraoui, mais c'est vrai que on voit que le peuple sahraoui est réduit au silence médiatique.
Ce qu'on cherche à l'international, c'est juste ne pas faire exister ce peuple. Et c'est la première volonté de la puissance occupante, c'est ne pas faire exister le peuple. Notamment avec le discours que ce conflit du Sahara occidental est un règlement de compte entre le Maroc et l'Algérie. L'invisibilisation. Tout à fait, c'est surtout une volonté du Maroc, la puissance occupante, de effacer ce peuple. Et malgré ces 50 ans d'exil et d'occupation, ce peuple continue à exister, à résister, et dans la voie d'une solution juste et durable pour son peuple. Alors je rappelle, vous êtes le porte-parole et chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. Bien entendu, on va parler de la promotion de l'autodétermination du peuple qui a besoin de plusieurs activités, plusieurs espaces pour se faire entendre. Comment vous faites parler de l'identité sahraoui pour parler largement autour de vous en France, par exemple, ou là où vous vous trouvez? Alors, à ce jour, partout où je vais, où je le dis clairement, mais fermement, c'est que ce droit légitime à l'autodétermination du peuple sahraoui n'est plus un détail de langage, c'est un principe, c'est un droit fondamental. C'est cette charte des Nations Unies, c'est cette convention 15-14 des Nations Unies où donne ce droit. Alors, pour nous en tant que Sahraouis, il n'y a pas plus simple qu'expliquer le conflit du Sahara occidental. Il ne faut pas des études de doctorat en politique pour comprendre le Sahara occidental. Le conflit du Sahara occidental est une question de décolonisation inachevée. À ce jour, ce qui changerait la situation, le statu quo, c'est la sortie de la puissance occupante du Sahara occidental. Peu importe si je parle à un public espagnol ou français, je dis la solution de conflit du Sahara occidental est une des solutions les plus simples au monde. C'est un règlement, justement, c'est une solution pacifique. Alors où est-ce que ça coince? Puisque c'est un des problèmes les plus simples au monde, comme vous le dites. Alors, la seule chose qui coince, c'est, comme je disais tout à l'heure, c'est la volonté politique. La volonté politique, mais aussi de chercher d'être de bon côté de l'histoire. À ce jour, ces États qui auront justement une voie dans le monde pour mener la paix ne cherchent pas justement à chercher la justice. Ils cherchent à défendre ses intérêts, ses alliés. Et malheureusement pour nous, cette puissance occupante a cherché des alliés, mais aussi des anciens colonisateurs qui n'ont pas seulement transmis un savoir colonial, mais qui aussi ont renforcé la présence coloniale dans des territoires comme celui de Sahara occidental. Alors vous collaborez sans doute avec d'autres organisations de jeunesse politique. On sait par exemple que l'Union de la jeunesse sahraoui a été élue membre du Conseil mondial de la jeunesse communiste. C'était en février dernier, je crois. À quoi ce type de plateforme contribue-t-elle, selon vous, pour parler de l'autodétermination, de l'identité sahraoui, ou même du droit international qui, pour l'instant, n'est pas vérifié à l'endroit de ce peuple? Alors, j'aimerais rappeler simplement que n'importe quelle révolution de le monde a été menée par une jeunesse. Ça n'a pas été mené par des personnes âgées. Et à ce jour, le rôle important de la jeunesse sahraoui, c'est qu'elle crée des liens. Et ces liens qui peuvent créer des jeunes, c'est qu'ils se multiplient à une vitesse inimaginable. Et à ce jour, cette présence, vous avez dit par exemple de la jeunesse communiste, mais aussi la jeunesse socialiste, un peu dans le monde, mais aussi, on va dire, dans la question climatique. Aujourd'hui, une des plus grandes organisations de jeunesse, qui est Fridays for Future, que Greta Thunberg est à la tête, est un fidèle allié du peuple sahraoui et de sa jeunesse. À ce jour, cette jeunesse ne connaît plus de frontières. Ne connaît plus de frontières pour faire des liens, pour faire un réseau et pour dire au monde entier, bien haut et clairement, c'est que cette cause est juste et que tous ceux qui croient dans la justice et veulent être justement du bon côté de l'histoire doivent être exactement de bon côté, le côté du peuple sahraoui de sa juste cause. Revenons justement à l'année 2025 en passe de se conclure. Le 31 octobre dernier, le Conseil de sécurité a prolongé le mandat de la MINURSO, la mission des Nations Unies pour l'organisation des référendums au Sahara occidental. Sauf qu'avec la résolution 2797, l'organisation
onusienne penche ou pencherait, selon certains médias ou certains émissaires, pencherait pour un plan d'autonomie bien encadré et administré par l'occupant. Comment vous avez perçu cette mesure, entre guillemets, inédite, il faut le dire? Alors, à ce jour, c'est lui qui croit que le Conseil de sécurité est là pour mener une paix ou justice dans le monde, se trompe clairement. C'est vraiment, de certaine manière, comme on dit, se voiler la face. À ce jour, ce Conseil de sécurité, avec ses 5 membres permanents, ne font plus que dicter leur propre perception des choses, mais surtout leur intérêt politique. À ce jour, si on parle de la question du Sahara occidental, depuis 91, toutes les parties sont mises d'accord sur un seul et même chose. C'est qu'un référendum est la solution justement à ce conflit. L'ONU reconnaît le territoire sahraoui comme étant un territoire décolonisé, on le rappelle. Exactement, un territoire non autonome, inscrit justement dans les territoires parmi les plus grands territoires non autonomes du monde. Mais c'est vrai que quand à ce jour on cherche qui mène la voie au sein de ces 2 conseils de sécurité, nous ne sommes pas surtout des membres qui vont pencher vers le bon côté de l'histoire, le bon côté de la justice. Alors, rien de nouveau finalement, vous nous dites rien de nouveau. Ça reflète vraiment la volonté des puissances et leur mainmise sur certains territoires. Exactement. Alors si on parle d'un exemple qui est un exemple parallèle, qui est la question palestinienne, combien de fois nous avons vu l'impensable se passer au Conseil de sécurité, c'est-à-dire qu'on ne vote pas pour un cessez-le-feu, qu'on ne vote pas pour une question de simple principe de la Charte des Nations Unies, comme le droit de détermination. À ce jour, le Conseil de sécurité ne peut pas faire partie du bon côté ou du côté justement des questions justes comme celle de Sahara occidental. Pour vous, ce n'est pas un indicateur, ça ne vous a pas inquiété outre mesure, ce qui s'est passé le 31 octobre dernier, ce que vous nous dites? À ce jour, ce qui s'est passé au 31 octobre ne m'inquiétait pas. Au contraire, c'était attendu avec le retour de Trump, c'était attendu. Rappelons-nous que cet accord justement de paix ou de normalisation entre le Maroc et Israël a mis la puce dans l'oreille, on va dire, de Donald Trump pour favoriser encore une fois la politique coloniale de Maroc. Et à ce jour, les conseillers justement de Donald Trump peuvent lui passer le message, c'est que avec le Maroc doit mettre justement toutes les lignes d'attaque pour défendre ses intérêts coloniaux, mais aussi on va dire son impact au sein du Maghreb ou au sein justement de l'Afrique. Alors il y a eu au lendemain du 31 octobre, même les jours suivants, beaucoup de diplomates, beaucoup de, entre guillemets, influenceurs du côté surtout du Merzen qui ont parlé et qui ont mis l'accent sur le compromis, la compromission. Il est temps de faire dans la compromission au sujet du combat de l'autodétermination. Êtes-vous sur le seuil d'une inflexion concernant cette autodétermination, pardon? Alors, nous, en tant que Sahraouis, ce qu'on connaît surtout, c'est de la fake news et la mauvaise analyse des choses. Alors, la première chose qui réclamait justement cette résolution, c'est le renouvellement de la mission de la MINURSO. Qui a été rejetée par Rabat. Rabat ne voulait plus en entendre parler. On voit qu'elle est prolongée dans la mission. Rabat, bien sûr, ne cherche pas cette voie. Pourquoi? Parce que la simple présence d'une mission des Nations Unies qui a pour seul but l'organisation d'un référendum met en échec toute leur politique et leur justement effort diplomatique dans cette voie coloniale encore et encore. Du fait accompli. Exactement, c'est-à-dire c'est nier vraiment la réalité sur le terrain. Mais il y a une victoire, c'est-à-dire on n'a peut-être pas assez analysé, vous avez parlé de fake news autour de ce qui s'est passé le 31 octobre, il y a une victoire sur laquelle peut-être on aurait dû mettre davantage l'accent, c'est que le Front Polisario est reconnu comme une partie intégrante dans les négociations et surtout comme seul représentant du peuple sahraoui, ce qui était exclu jusque-là par Rabat. C'est une victoire ça aussi. Tout à fait, ce qui a été rappelé par les instances internationales dans les années 80 notamment et qui a été renforcé en 91 avec cette résolution qui mettait en marche le référendum au Sahara occidental, ne place pas le doute sur la crédibilité du Polisario. Le Front Polisario a bien sa place qui est incontestable au sein des négociations. Cependant, ce qui nie le Maroc aussi, c'est que la solution doit être avant tout mutuellement
acceptable. Et ce mutuellement acceptable, le Maroc ne l'accepte pas justement. Pourquoi? Parce que le Maroc qui cherche que l'Algérie soit une partie, les Nations Unies lui rappellent automatiquement que la partie concernante est le peuple sahraoui et notamment son légitime et unique représentant qui est le Front Polisario. Et ce n'est pas seulement les Nations Unies qui lui rappellent ça, ce sont même les instances régionales, telles que l'Union africaine, ou même encore avec plus de puissance, l'Union européenne, avec un arrêt après un autre, qui le Front Polisario fait face, même au Conseil de l'Union européenne et la Commission européenne, pour mettre sur les tables les termes, ce qu'elle est le seul et unique représentant du peuple sahraoui. Je voulais vous poser une question par rapport à l'histoire, mais surtout par rapport à ces milliers de Marocains qui sont encouragés à s'installer dans les régions occupées. Cela nous rappelle un peu la Palestine, mais c'est un vrai problème par rapport au cadre de ceux qui sont reconnus comme étant soit des habitants originels, soit des habitants de la contrée, c'est-à-dire au niveau du statut. Le Maroc joue beaucoup sur ça, sur l'élargissement du terme, ou de la notion des habitants au sein du Sahara occidental. C'est un sujet épineux. C'est rien de nouveau pour nous, tout à fait. Cette marche noire, pour nous, qui s'appelle aussi pour certains Marocains la marche verte, l'appelait déjà, c'était une stratégie déjà menée et préparée depuis Hassan II, et même peut-être par une influence politique qui vient de l'Occident, mener cette installation de colons. Mais cependant, ces colons, on a toujours trouvé le moyen pour limiter justement la place de ces colons dans la sphère politique. On a toujours dit que le census acceptable pour le Sahara occidental est celui de 1974. Celui qui a été fait par les Espagnols, bien avant l'arrivée justement des Marocains et des colons marocains. À ce jour, c'est vrai, je le vis en première personne. À ce jour, ce n'est plus quelqu'un de l'extérieur, c'est mes grands-parents qui vivent à La Rioune, la capitale du Sahara occidental, à Smara, mes oncles et tout ça. Et c'est vrai, ça leur inquiète que le nombre de colons se multiplie. Pourquoi? Parce que cette justement présence de colons cherche à une seule chose, c'est effacer le peuple sahraoui. Mais sur tous les domaines, dans tous les domaines, que ce soit dans l'éducatif, dans l'emploi, dans la sphère justement administrative, on efface justement un peuple et on lui nie aussi ses droits basiques. Rappelons-nous, ce campement de musique, ce campement de dignité était aussi une affirmation de droit et une contestation justement de ce fait qu'on leur nie les droits basiques. Surtout pour un peuple dont son territoire est un des plus riches en Afrique, mais que son peuple vive justement de l'aide humanitaire. Est-ce que vous, en tant qu'activiste, est-ce que vous avez été approché par certains services, on va les nommer les services Merzania? Est-ce qu'on a tenté d'entrer en contact avec vous, faire des pressions, je ne sais pas, vos téléphones sur écoute? Est-ce qu'il y a des choses comme ça? Alors, ça c'est notre quotidien. C'est notre quotidien. Pour vous citer un exemple, la première fois que j'ai participé à une COP, je l'ai participé à la première COP en tant que même le plus jeune Sahraoui qui a participé à une COP, c'était à celle de Sharm el-Sheikh, parmi les premiers à rentrer dans l'espace bleu des Nations Unies. C'était une question de secondes, même avant mon arrivée. Les services marocains avaient travaillé pour faire des pressions pour que nous, en tant qu'activistes sahraouis, on ne rentre pas au sein d'une conférence internationale ou un espace bleu des Nations Unies. Ce sont peut-être des agents de Rabat qui ne se cachent pas, parce que j'ai été approché à la seconde même d'avoir rentré. Oui, vous êtes monsieur Abdi Mbarek. D'accord, nous avons passé le message que vous êtes arrivé. Nous sommes venons de travailler de côté que vous connaissez très bien. Mais cela, nous le vivons en première personne au travail. À l'école aussi, qu'ils envoient par exemple des mails, que ça soit disant vous embauchez tel, il fait des discours de je sais pas quoi. Campagne d'harcèlement. Voilà, oui, voilà. Et quand on parle de l'écoute, nous ne pouvons plus s'arrêter à ça, parce que ce que nous refusons justement, c'est vivre dans cette tempête. Rien ne peut intimider un peuple qui a survécu à 50 ans de résistance. Dernière question, rapidement, en une phrase, année 2026, quels sont les principaux objectifs et les dates phares? Alors, pour l'année qui vient, rapidement. En 2025, ce que nous avons entendu surtout, c'est des discours de puissance. À ce jour, en tant que jeune Sahraoui, ce qu'on réclame, c'est surtout une volonté politique sur le terrain pour trouver une solution.
pacifique, politique et durable au Sahara occidental. Ahmedna Abdi Mbarak, merci d'avoir été des nôtres. Je rappelle que vous êtes le porte-parole chargé des affaires étrangères de la jeunesse active sahraoui. Bon courage pour la suite et je vous dis à bientôt, j'espère. Merci. L'échiquier international se conclura ici. Merci de nous avoir prêté attention. Tout de suite, la suite des programmes sur Al24 News. Et quant à nous, on se retrouve demain, même heure, même chaîne. D'ici là, portez-vous bien et bonne soirée.